voudrais réaliser avec le modèle Caronan-Pietron, je vais essentiellement me concentrer sur deux techniques qui permettent de corriger la peau, à savoir le split frequency et le dodge and burn. Le split frequency a pour avantage de séparer les basses des hautes fréquences, ce qui va me permettre de retoucher la peau du modèle sans affecter les tons respectifs de l'image tout en modifiant sa texture. Le dodge and burn va être utilisé pour adoucir les transitions entre les tons clairs et les tons foncés, mais également pour atténuer les différents reliefs de la peau. L'objectif va être de rendre l'image la plus propre possible tout en conservant la texture de la peau. En faisant le tour de l'image, on peut voir un certain nombre d'imperfections que j'aimerais faire disparaître, comme les points de beauté, les boutons, ici, là, ou encore sur le torse, mais aussi d'atténuer les ombres créées par l'éclairage, comme ici. Au premier coup d'œil, on peut se dire que ce ne sont au final que des petites choses que je pourrais corriger rapidement avec le tampon ou l'outil correcteur. Car il faut reconnaître que Carolan a avant tout une bonne texture de peau, que le maquillage réalisé par Chris Makeup corrige déjà en grande partie les différentes irrégularités. De plus, lors de la prise de vue, j'ai veillé à surexposer légèrement la lumière provenant du flash, ce qui a pour avantage d'aplanir visuellement la texture de la peau, mais aussi de conserver plus facilement la qualité du fichier lorsque l'on sera amené à devoir sous-exposer en post-prod. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsque l'on doit ramener de la luminosité dans les ombres, par exemple. Cependant, ce qui est à peine visible à cette résolution ne le sera plus forcément lors de l'agrandissement. C'est pourquoi, au travers de ces deux techniques, je vais aller corriger un maximum de choses qui pourraient nuire à l'image. Pour travailler cette photo, je vais donc commencer par séparer l'image de ses basses et de ses hautes fréquences. Pour ça, je vais dupliquer deux fois mon calque d'arrière-plan en le glissant sur l'icône de nouveau calque ou via le raccourci POM-J. Ma première copie contiendra les basses fréquences de mon image, c'est-à-dire les tons, et pour la distinguer, je vais la renommer Low. La deuxième copie, elle, contiendra les hautes fréquences, c'est-à-dire la texture. Je vais la renommer High. Je vais ensuite placer ces deux calques dans un groupe en les sélectionnant et en utilisant le raccourci POM-G. Je vais ainsi pouvoir les masquer au besoin et garder un contrôle sur l'évolution de mes retouches. Je vais simplement le nommer Split. Pour créer la basse fréquence, je vais utiliser le filtre flou gaussien. Je masque le calque High et je sélectionne mon calque Low. Je vais dans les filtres, atténuation, flou gaussien. Pour doser la quantité de flou à ajouter, je me base sur le détail que j'aimerais masquer. Par exemple, les points de beauté. Pour ça, je vais augmenter progressivement jusqu'à ce qu'ils n'apparaissent plus sur l'image. Voilà, on peut voir qu'ils ont totalement disparu. Ok. Je vais ensuite créer la couche qui représentera les hautes fréquences et qui contiendra toute la texture de l'image. Je réactive le calque, le sélectionne, menu image, appliquer une image. Dans le menu déroulant, je vais aller choisir le calque contenant les basses fréquences. L'ayant renommé au préalable, je n'aurai pas à le chercher. Je conserve la couche RVB tout en cochant la case inversée. Dans l'onglet Opération, je choisis un mode de fusion Addition. Je conserve une opacité de 100% et une échelle de 2. Ces réglages sont différents lorsque l'on travaille en 16 bits ou en 8 bits. Lorsque j'ai découvert cette technique, j'ai appliqué sur mon image des paramètres pour une image 8 bits. Or, je travaille toujours avec des fichiers dématricés en 16 bits, ce qui bien sûr ne permet pas d'arriver au même résultat. C'est mon ami Christophe Bayeux qui m'a fait redécouvrir cette technique. Ici, les paramètres sont bien ceux appliqués à une image 16 bits. Ok. J'ai maintenant une image grise ne contenant plus que la texture de la photo. Ce résultat est semblable à ce que je peux obtenir via le filtre Passe-Haut. Pour neutraliser le gris, je vais passer mon calque en mode de fusion, lumière linéaire, ici. Je possède à présent une image où les basses et les hautes fréquences sont séparées. Ensemble, ces deux calques composent à l'identique mon image originale. Avant de commencer mes retouches, je vais créer un calque d'aide qui va me permettre de faire ressortir des imperfections afin de mieux visualiser le travail à effectuer. Pour ça, je crée un nouveau calque de réglage, mélangeur de couches. Je le passe en couleur monochrome et je diminue la valeur des rouges jusqu'à ce que la peau ne soit pratiquement plus visible. Je vais ensuite la faire réapparaître en augmentant la valeur des bleus. De cette manière. Voilà. Je vais maintenant zoomer à 100% dans mon image. Et je peux maintenant distinguer plus facilement les zones qui auront besoin d'être retouchées ou non.
On peut le voir par exemple ici, avec la texture de la peau, qui ressort beaucoup mieux. Et le fait de travailler en monochrome va nous permettre de rester vraiment concentré sur les retouches que nous avons à faire. Je renomme ce calque Aide et je vais le placer au-dessus de mon ensemble de calques. Pour ma part, je préfère le masquer pour dégrossir et éliminer ce qui est déjà visible. Je le réactive par la suite lors d'un deuxième passage. Je vais donc sélectionner mon calque Hike et zoomer à 100% dans mon image. A l'aide de l'outil correcteur, je vais venir remplacer les imperfections par de la bonne texture. Il est bien sûr possible d'utiliser le tampon ou encore le correcteur localisé, bien que ce dernier ne permette pas d'avoir un contrôle sur l'ajout de la texture. L'outil correcteur est bien le plus adapté à cette technique. Je vais lui demander d'échantillonner non pas l'ensemble de mes calques, mais uniquement le calque que j'ai sélectionné, c'est-à-dire le calque actif. Je veille à travailler avec une dureté de 100%, ce qui va m'éviter d'ajouter du flou à la zone qui va être échantillonnée. C'est vraiment important de veiller à être à 100%. L'outil correcteur s'applique de la même manière que le tampon. Je sélectionne la zone que je veux dupliquer avec la touche option enfoncée et je la reporte sur la partie que je veux corriger. Le mieux est de travailler avec un rayon légèrement plus grand que la zone à corriger afin que la fusion soit la plus propre possible. Pour bien comprendre ce que je veux dire par modifier la texture sans modifier les tons, je vais passer avec mon outil sur le sourcil par exemple. Et on peut voir que la texture de peau a bien remplacé les sourcils, mais que les tons, eux, ont bien été conservés. Ce qui n'aurait pas été possible avec l'outil correcteur appliqué directement sur l'image. Un pomme Z pour revenir en arrière. Je peux maintenant commencer mon travail de correction. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un premier passage assez rapide sur ce qui est visible. La texture de peau peut être assez variable d'un endroit à l'autre. Je préfère donc échantillonner au plus près de la zone à retoucher afin que la correction soit la meilleure possible. Comme on peut le voir, il s'agit bien d'un nettoyage de la peau. Le split frequency n'est pas une solution miracle qui permet en 2 clics d'appliquer les corrections. Pour que le tutoriel ne soit pas trop long, je vais accélérer mes retouches, mais cela permettra au moins de visualiser le travail réalisé sur l'image. Lorsque je me lance dans une correction de la peau, je trouve important de m'imposer un laps de temps que je vais essayer de respecter au mieux. Je choisis également le type de rendu auquel je veux arriver. Ici, je vais bien sûr pousser un peu les choses afin de montrer jusqu'où on peut aller en utilisant ces deux techniques. Je passe toujours sur l'ensemble de la peau en divisant les étapes plutôt que de me concentrer sur une seule zone, comme le visage. Ce qui me permet de garder des retouches cohérentes sur toutes les parties du corps. Cela évite de négliger un endroit ou un autre. Je vais maintenant réaliser un deuxième passage et pour ça je vais activer mon calque d'aide et je vais venir travailler sur toutes les petites taches mais aussi les plis de peau, les yeux, les lèvres et tout ce que je vais pouvoir faire disparaître à l'aide de cet outil. Afin de voir l'évolution des corrections, il est préférable de dézoomer et de désactiver le calque d'aide de temps à autre. Comme on peut le voir, le split frequency n'est pas une solution qui permet de lisser la peau, mais bien de la nettoyer et d'en modifier sa texture, comme je le fais ici afin de la rendre la plus régulière possible. Lorsque l'on commence à travailler avec cette technique, on peut rapidement être tenté de cloner de grandes zones en utilisant un diamètre d'outil très large dans le but de gagner du temps, ou encore de dupliquer continuellement la même texture un peu partout. Ce sont deux choses à éviter afin de garder un rendu de qualité. Comme on peut le voir, je travaille avec un outil de petite taille sur chaque pore de peau présentant une irrégularité. À ce niveau, ces retouches ne seront perceptibles que si l'image se destine à être vue dans un grand format. Si par contre l'image se destine uniquement au web ou à un tirage de petite taille, il n'est pas nécessaire de pousser si loin le travail sur les pores de la peau. Je rappelle qu'il est important de sauvegarder régulièrement son travail, bien que je ne le fasse pas ici afin de ne pas allonger la durée de cette vidéo inutilement. Il faut être conscient également que revenir en arrière dans l'historique ne sera pas d'un grand secours, vu le nombre d'actions réalisées. Il est donc important de corriger d'éventuelles fausses manœuvres directement si cela devait être le cas. J'en profite également pour corriger les plis de peau.
faire disparaître les vaisseaux sanguins visibles dans les yeux, sur le cil, et je termine par les lèvres. Les corrections de la peau sont maintenant terminées. Cependant, on peut voir ici un reflet créé par un des spots qui éclaire la pièce. Je vais donc le corriger également. J'agrandis la taille de mon outil et je corrige. Malgré la correction appliquée sur la couche des hautes fréquences, on peut remarquer qu'un halo persiste encore. C'est parce qu'elle est en fait située sur ma couche des tons, c'est-à-dire sur le calque sur lequel j'ai appliqué le filtre de flou gaussien. Plutôt que de le corriger sur mon calque low, je vais créer un nouveau calque, je le renomme tampon, et je vais le placer entre mon calque high et mon calque low. Je vais donc aller sélectionner mon outil tampon, et cette fois, je vais lui demander de travailler sur mon calque actif et ce situé en dessous afin de ne pas superposer la texture contenue sur mon calque de haute fréquence. Je vais régler une dureté à 0%. Voilà. Je sélectionne la zone à dupliquer et je l'applique. Le halo a maintenant totalement disparu. J'aurais pu arriver au même résultat en travaillant directement sur mon calque low, mais le faire sur un calque vide permet de travailler de manière non destructive sur les basses fréquences de l'image. Pour bien comprendre, si par exemple, je décide de venir dupliquer une teinte comme ceci, on remarque que la texture n'est pas modifiée mais que les tons, eux, ont bien été reportés, puisque ma couche de texture est bien située au-dessus de mon calque tampon. Si maintenant je le place au-dessus, je perds totalement la texture de la peau. Placé en dessous, la texture réapparaît. Cela peut être pratique pour corriger certaines teintes ou encore maquiller le modèle en post-traitement. Je vais maintenant venir adoucir les transitions entre les zones d'ombre et de lumière, comme ici et là, et un peu partout on peut voir une différence en fait entre les tons. Plutôt que de le faire via le tampon, je préfère le faire avec une technique de Dodge and Burn. Je vais créer un nouveau calque que je vais placer au-dessus du calque high et je le renomme Dodge and Burn. Pour travailler de manière non destructive sur mon image, je vais remplir le calque avec une couleur gris neutre. Édition, remplir, je choisis 50% de gris et j'appuie sur OK. Pour neutraliser le gris, je vais cette fois passer mon calque en mode lumière tamisée, comme ceci. J'ai à présent un calque sur lequel je vais pouvoir augmenter ou diminuer la densité sans pour autant travailler directement sur l'image. Plutôt que d'utiliser les outils densité plus et densité moins prévus à cet effet, je vais leur préférer le pinceau pour des raisons de facilité. En sélectionnant une couleur blanche de premier plan pour diminuer la densité et une noire d'arrière-plan pour l'augmenter, je vais pouvoir obtenir le même résultat mais avec l'avantage de passer de l'une à l'autre à l'aide de la touche X de mon clavier. Je choisis une dureté de brosse douce à 0% avec une opacité de 5% et avec la couleur blanche, j'atténue les tons foncés comme sur les cernes par exemple. On peut appliquer ce principe pour atténuer le relief de la peau. Ici, je n'ai pas corrigé l'oreille où l'on peut distinguer des éléments qui n'auront aucun intérêt à être conservés. Je diminue ma brosse à une taille inférieure à la zone que je dois corriger et je passe dessus jusqu'à ce que le trou, ici, disparaisse. Si je repasse mon calque en mode normal, on peut voir de quelle manière l'outil est appliqué sur l'image. Cela dit, ceci aurait dû être corrigé sur la couche des hautes fréquences. Je vais donc revenir en arrière, resélectionner mon outil correcteur et les enlever plus proprement sur mon calque high. L'intérêt de travailler de cette manière permet à tout moment d'appliquer des corrections sur n'importe lequel de mes calques. Voilà. Je vais maintenant resélectionner mon calque Dodge and Burn et mon outil pinceau et je vais commencer par adoucir les ombres sur la peau du modèle. Je vais réactiver mon calque d'aide afin de mieux visualiser les zones à atténuer. Dans un premier temps, je vais le faire sur l'ensemble de mon image. L'effet peut paraître peu visible, mais une fois que j'aurai terminé, on pourra voir à quel point cette étape va considérablement améliorer le rendu de la lumière.
Bien sûr, il ne s'agit pas de modifier l'éclairage, mais simplement d'atténuer les différences de ton afin de rendre la lumière plus homogène. L'éclairage reste un élément déterminant dans la sélection de mes images. Il est certain que le cadrage, la pose, l'intensité du regard sont des éléments pris en compte, mais d'une manière générale, je ne m'attarde pas sur les images ne possédant pas un éclairage correct à la base. Je sélectionne ensuite la couleur noire à l'aide de la touche X et je vais passer sur les zones les plus claires afin que les différences de lumière se mêlent mieux entre elles. Pour l'illustrer, je pourrais dire que je crée un dégradé entre les tons clairs et les tons foncés. À ce stade, il n'y a pas forcément un choix artistique qui rentre en compte, comme choisir d'atténuer une ombre ou accentuer une autre. Ici, la démarche est relativement simple. Je sélectionne la couleur blanche pour passer sur les tons foncés et ensuite la couleur noire pour les rendre les plus diffus possibles. On peut déjà voir de quelle manière très simple le rendu de lumière a été amélioré et paraît déjà bien plus doux. Je vais maintenant venir peindre de la même manière sur les plus petites zones, formant des taches encore visibles sur la peau, de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure sur l'oreille. Cela va permettre de donner une apparence plus lisse à la peau. A l'inverse de l'étape précédente, je vais alterner régulièrement ma couleur de pinceau en passant du blanc au noir et vice-versa. C'est la raison pour laquelle je préfère travailler le Dodge and Burn sur un seul calque gris passé en lumière tamisée. Il existe bien sûr d'autres techniques qui consistent à séparer la retouche effectuée sur les tons clairs, puis ensuite sur les tons foncés. Mais cela implique de devoir changer de calque ou de travailler soit sur l'un ou soit sur l'autre. Ici, c'est réellement un travail minutieux qu'il faut pouvoir doser, car plus l'on insiste, plus les textures disparaissent. C'est pour cette raison qu'il est important de travailler avec une faible opacité, aux alentours de 5 voire 10%, et surtout trouver le juste équilibre en rapport avec le rendu souhaité. Je n'hésite pas à zoomer très fortement dans mon image et à venir peindre avec un outil de petite taille. Comme pour l'outil correcteur, je vais alterner les vues et désactiver au besoin le calque d'aide. Si je désire atténuer une retouche, je repasse simplement avec la couleur opposée. Si par contre je désire complètement la faire disparaître, je sélectionne une couleur de pinceau gris neutre. Tout comme pour le split frequency, il existe une multitude de manières différentes de travailler le Dodge and Burn. La façon dont je développe cette image est à mon sens la manière la plus propre pour arriver à un bon résultat, mais elle est aussi la plus longue. Alors bien sûr, certaines retouches pourraient être corrigées de manière plus rapide en y associant d'autres techniques. Mais dans ce cas, le tutoriel ne serait plus accessible à tous et ce n'est pas le but de mes vidéos. Il s'agit ici des bases qui permettent de débuter avec ces deux techniques. Une fois que l'on en comprend les principes, elles offrent de multiples avantages, que ce soit pour la photo de paysage, d'architecture ou autre. Il est également possible de n'utiliser qu'une seule technique, comme le split frequency pour réaliser l'ensemble de ces retouches, ou alors uniquement le Dodge and Burn. Cela dépend au final du type d'image à traiter et de sa sortie. C'est à l'usage que l'on va trouver plus d'affinité avec l'une ou avec l'autre. Pour ma part, j'aime utiliser les deux solutions dans la grande majorité des cas. Je reconstruis tout d'abord la texture de la peau avec l'outil correcteur pour ensuite non pas la faire disparaître, mais pour travailler avec. Comme on peut le voir, je peins sur les pores de la peau de manière à ramener les tons clairs et les tons foncés à des tons moyens. L'un des inconvénients du Dodge and Burn est l'excès de saturation ou de désaturation qui peuvent apparaître lorsque l'on augmente ou que l'on diminue l'intensité de façon intensive. Il peut être nécessaire de créer un calque d'ajustement dans ce cas, via le calque de réglage teinte et saturation par exemple. C'est ici pour moi l'une des étapes les plus importantes car elle permet de fixer la lumière et les ombres, que ce soit de manière générale ou sur les micro-détails comme les pores de la peau. Avec le Dodge and Burn, on peut facilement enchaîner les heures à peindre encore et encore pour faire disparaître toutes les irrégularités. Mais il est important d'apprendre à savoir s'arrêter à un moment ou un autre car la perfection n'est pas humaine et il faut donc pouvoir garder un aspect au minimum réaliste. Le meilleur moyen pour éviter d'en faire trop ou pas assez est de zoomer dans l'image jusqu'à arriver à l'échelle réelle d'impression sur l'écran. Si en faisant le tour de l'image, il reste des imperfections encore visibles, cela veut dire qu'il peut être nécessaire de continuer le travail.
Si par contre, il existe encore des imperfections, mais lorsque l'on passe l'image en taille réelle, les imperfections ne sont plus visibles, ça veut dire que le job est rempli et que l'on peut passer à l'étape suivante. Il faut bien comprendre que plus la qualité de l'image sera bonne, plus elle contiendra des détails, donc plus le travail sera long. Ce qu'il y a de bien avec cette technique, c'est que l'on peut retoucher un peu partout pour appliquer des corrections. Comme ici pour ajuster le maquillage ou pour travailler sur les yeux, les lèvres ou encore les cheveux. Au début, il peut être utile de séparer le travail sur les ombres de celle du lissage de la peau, au lieu de le faire sur un seul calque, comme je le fais. Pour ça, il suffit de créer un deuxième calque de Dodge Burn et de le placer au-dessus. Les calques au niveau de gris ont l'apparence de calques vides une fois passés en lumière tamisée. Il est d'ailleurs possible d'en faire autant que souhaité. Par exemple, un pour le travail sur les ombres et la lumière, comme je l'ai fait précédemment, un pour la peau, un autre pour les yeux et pourquoi pas un pour les lèvres. Hormis le fait d'alourdir le fichier PSD, cela n'aura aucune influence sur l'image. Le confort de travail peut être grandement amélioré avec l'utilisation d'une tablette graphique qui ajoute en plus la notion de pression comme un crayon ou un marqueur. Elle permet également de travailler dans une position plus agréable, mais je tiens à préciser que ce n'est pas un outil indispensable car on peut tout à fait arriver au même résultat avec une souris de type classique. Seule l'exécution du geste est au final différente. Voilà, je termine maintenant avec les dernières retouches, car comme je l'ai dit, il faut pouvoir s'arrêter à un moment ou un autre. J'ai maintenant une peau épurée au rendu visuellement lisse. Je vais passer mon calque en mode normal afin de se rendre compte de ce qui a été réalisé. On peut voir ici le nombre important de coups de pinceau qui ont été appliqués. Comme je l'ai expliqué au début de cette vidéo, je surexpose toujours un peu plus la lumière provenant du flash lorsque je sais qu'un travail sur la peau sera nécessaire. Je vais donc utiliser un calque de réglage des courbes pour diminuer l'exposition. Voilà. Cependant, le calque s'applique à l'entièreté de l'image. Or, je trouve que l'arrière-plan est particulièrement bien exposé. Pour n'appliquer mon réglage que sur le modèle, je vais sélectionner le masque, inverser, et je vais ensuite faire réapparaître l'effet à l'aide du pinceau avec la couleur blanche sélectionnée et une opacité de 100%. J'ajoute un peu de dureté à mon pinceau et je commence à peindre sur le contour du visage. Ensuite l'oreille. Et pour terminer le masquage, je clique sur le masque en maintenant la touche Option enfoncée et je remplis. Je vais tout de même conserver de la luminosité dans les yeux afin de souligner le regard. Je sélectionne la couleur noire et je vais venir peindre pour faire réapparaître l'effet. On peut voir qu'il y a maintenant une différence de lumière entre la tête et le haut du corps. Je vais donc l'atténuer en réduisant l'opacité à 40%, ce qui devrait être bon. Voilà. Je place ensuite mon calque au-dessus de mon dossier Split. L'exposition étant maintenant corrigée, je vais travailler sur le contraste local de mon image. Pour ce faire, j'ouvre la fenêtre des scripts dans le dossier développement et je retrouve une liste d'actions que j'ai créées au préalable, dont un pour le Dodge Burn ainsi qu'un autre pour le Split Frequency. Pour travailler sur le contraste de mon image, je vais utiliser le filtre Passe-Haut. Je ne vais pas faire le descriptif de cette technique, sachant qu'un tutoriel vidéo y est déjà consacré sur ma page YouTube. Et j'en profite pour signaler que l'ensemble de mes scripts sont téléchargeables sur ma page Facebook dans la galerie Photo Workflow. Donc, j'applique mon script Passe-Haut 98
98 qui correspond au rayon appliqué via le filtre. On peut voir que l'effet est très léger. Mon calque est réglé automatiquement à une opacité de 40%. Cependant, pour garder de la douceur, je vais encore la réduire un peu. Voilà. Je vais également atténuer les tons foncés, ici et là, et ce, toujours à l'aide de l'outil pinceau. Je sélectionne la couleur noire, tout en conservant une opacité de 40%, et je commence à atténuer l'effet. Sur les yeux, sur les cernes, et sur le haut du corps. Lors de la prise de vue, j'ai utilisé un réflecteur afin de créer un reflet dans le bas de l'œil, que l'on peut voir ici. Pour le faire ressortir, je vais utiliser une nouvelle fois le filtre passe-haut, non plus pour travailler sur le contraste, mais pour accentuer. Ici, la valeur est de 4,5 pixels. Je lance le script. Puisque je ne veux accentuer que la pupille, je vais sélectionner mon masque et l'inverser. Avec la couleur blanche de mon pinceau, que je vais régler à une opacité de 100%, je vais passer sur les zones qui m'intéressent. Il s'agit juste de faire ressortir un peu de détails. Pour terminer les ajustements de mon image, je vais utiliser un calque de réglage des niveaux. Mais plutôt que de travailler sur l'ensemble de ma couche RGB, je vais utiliser les niveaux différenciés, c'est-à-dire que je vais réaliser mes ajustements sur chaque couche individuellement. Je sélectionne la couche des rouges et je ne vais travailler que sur les hautes densités, afin de corriger les dominantes tout en redonnant un peu de luminosité. Voilà. Ensuite, la couche des verts et celle des bleus. On peut voir que la légère dominante magenta a maintenant disparu. Il ne faut pas voir les niveaux différenciés comme un outil destiné à ne réaliser qu'une balance des couleurs. Il peut s'avérer également utile dans un but créatif. L'image est maintenant finalisée. Voici un avant et un après, afin de se rendre compte de ce qui a été effectué. Ici, il m'aura fallu plus ou moins 2 heures en temps réel pour arriver à ce résultat. Je rappelle qu'il s'agit des bases et que dans Photoshop, la clé est l'expérimentation. Je vous conseille vivement d'explorer ces deux techniques et de les combiner avec d'autres, car elles offrent des possibilités vraiment incroyables. N'hésitez pas à les adapter à votre propre expérience. Il reste encore certains détails, comme les cheveux sur lesquels je vais pouvoir m'attarder, mais cela fera sûrement l'objet d'un autre tutoriel. Pour conclure, le split frequency ainsi que le dodge and burn sont deux techniques parmi tant d'autres. Comme pour chacune d'elles, il est important de les utiliser avec parcimonie. Gardez à l'esprit qu'en retouche, il ne s'agit pas de changer la prise de vue ou le modèle, il s'agit simplement de les perfectionner.